Je m'appelle Adrien, j'ai 34 ans. Par un vif mardi matin d'octobre, j'étais assis parfaitement immobile à l'intérieur d'une salle d'audience étouffante de silence au palais de justice du comté de Charente, tandis que ma propre mère se tenait à la barre des témoins et déclarait à un juge, sous serment, que j'étais un raté complet qui avait manipulé ma grand-mère mourante pour son argent. Tandis que je luttais contre les larmes, me souvenant de la femme magnifique qui m'avait pratiquement élevé et des mois atroces que j'avais passés à regarder le cancer ronger son corps frêle, mes parents me regardaient avec un dégoût absolu de l'autre côté de l'allée. Ma mère, Marguerite, agrippant si fort la rampe en bois poli du box des témoins que ses jointures étaient blanches, regarda le juge Marc Lambert droit dans les yeux. Elle prit une profonde inspiration, laissant une larme parfaitement fabriquée couler sur sa joue poudrée, et dit, « Adrien est juste un fils inutile, votre honneur. Il l'a toujours été. Il a disparu pendant 10 ans, n'a absolument rien apporté à cette famille, puis est revenu à la toute fin pour voler la succession de ma belle-mère alors qu'elle était trop malade et confuse pour savoir ce qu'elle signait. » Ils m'ont regardé avec mépris juste là, devant l'huissier, le sténographe et la galerie remplie d'inconnus attendant que leurs propres affaires soient appelées. Mon frère aîné, Julien, était assis juste derrière mes parents, les bras croisés sur sa poitrine, hochant vigoureusement la tête à chaque mot venimeux que ma mère crachait, ressemblant à un roi qui avait enfin acculé un paysan. Mais il y avait un énorme secret qu'ils ignoraient. Ils n'avaient absolument aucune idée de la vie que j'avais bâtie pendant ces 10 longues années où ils avaient ignoré mon existence. Ils n'avaient aucune idée de ma carrière, de ma réputation dans cette ville même. Et ils n'avaient certainement aucune idée du piège juridique infaillible dans lequel ils venaient de tomber les yeux grands ouverts. Et très bientôt, dans les 30 minutes suivantes de cette audience, ces ricanements arrogants se transformeraient en supplications désespérées et paniquées. Avant que je vous raconte exactement ce qui s'est passé pour effacer ces airs suffisants de leur visage et faire s'effondrer leur monde entier, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » si vous croyez que la justice rattrape toujours les personnes toxiques. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons là où ce cauchemar a réellement commencé. Assis dans cette salle d'audience, écoutant la femme qui m'a mis au monde assassiner ma réputation pour un chèque. On pourrait penser que je bouillais de rage. On pourrait penser que je sauterais de mon siège, criant « Objection », défendant mon honneur. Mais honnêtement, je ne ressentais qu'un sentiment froid et creux de profonde familiarité. Être qualifié d'inutile n'était pas une nouvelle expérience pour moi. C'était la musique de fond de toute mon enfance. C'était l'étiquette cousue dans le col de ma chemise depuis que j'étais assez grand pour comprendre les mots. L'air dans la salle d'audience était incroyablement épais, sentant le vieux papier, la cire à parquet et l'eau de Cologne bon marché portée par Victor Lemoine, l'avocat véreux que mes parents avaient engagé. Je pouvais entendre le faible tic-tac de la grande horloge analogique sur le mur du fond faisant écho au rythme martelant de mon propre cœur. Mon avocat, Henri Valois, était assis juste à côté de moi. Henri était un titan du barreau dans notre État, un homme qui facturait $1000 de l'heure pour son temps. Mais il me représentait gratuitement. Il n'a pas bronché pendant que ma mère parlait. Il n'a pas bondi pour objecter. Il a juste calmement pris des notes sur son bloc-notes jaune, le stylo en or glissant sur le papier, laissant mes parents creuser leur propre tombe, mot par mot, mensonge par mensonge. De l'autre côté de la lourde allée en chêne était assis mon père, Robert. Il portait un costume anthracite rigide qui semblait ne pas avoir été nettoyé à sec depuis la fin des années 90. Il ajustait sans cesse sa cravate, l'air incroyablement satisfait de lui-même. À côté de lui se trouvait Julien. Julien avait 37 ans, portait un costume de créateur voyant et moulant qui avait sans aucun doute été acheté avec une carte de crédit qu'il n'avait absolument aucune intention de rembourser. Il se pencha en arrière dans son lourd fauteuil en cuir, étirant ses jambes, regardant autour de la salle d'audience comme s'il possédait tout le bâtiment. Ma mère livrait la performance de sa vie à la barre. Elle n'arrêtait pas de s'éponger les yeux avec un mouchoir en dentelle. Elle a peint une image vivante et complètement fictive d'une famille américaine aimante, soudée et parfaitement normale qui avait été cruellement déchirée par un fils avide, distant et sociopathe. Son avocat, Victor Lemoine, un type connu en ville pour être bruyant, agressif et pour prendre des affaires très médiatisées juste pour voir son visage à la télévision locale, arpentait le sol comme un requin affamé, sentant le sang dans l'eau. Il se délectait de chaque seconde de cette performance. Il pensait avoir cette affaire entièrement dans la poche. Il croyait sincèrement avoir affaire à un jeune homme effrayé et isolé, sans ressources, sans argent et sans colonne vertébrale pour se défendre contre une agression familiale coordonnée. J'ai baissé les yeux sur mes mains,
posé à plat sur la lourde table de la défense en acajou. Je n'étais plus cet enfant effrayé. Je n'avais pas été cet enfant depuis très longtemps. Mais en regardant mes parents, en regardant le venin pur dans les yeux de ma mère lorsqu'elle m'a jeté un regard, j'ai été soudainement transporté dans la maison où j'ai grandi. Une maison où ma simple présence était traitée comme un inconvénient malheureux. Ils voulaient parler de ma personnalité devant un tribunal. Ils voulaient mettre mon histoire en procès. Très bien. Mais la vérité sur notre famille n'était pas la version policée et approuvée par l'association des propriétaires que ma mère vendait au juge. La vérité était sombre. Elle était profondément laide. Et c'était la raison exacte pour laquelle j'avais passé toute ma vie d'adulte à m'échiner, m'assurant de ne jamais avoir à dépendre d'eux pour une seule miette de soutien. Je pensais que le pire du traumatisme était terminé quand j'ai finalement fait mes valises et quitté la maison à 18 ans. Je pensais avoir échappé aux fantômes de mon enfance. J'avais tellement tort. Grandir dans notre grande maison de banlieue, c'était exactement comme vivre dans un musée cher où j'étais la seule personne non autorisée à toucher les objets exposés. Mes parents, Robert et Marguerite, avaient 3 enfants. Mais si vous entriez dans notre salon et regardiez les albums photos encadrés soigneusement disposés sur la cheminée, vous penseriez honnêtement qu'il n'en avait que 2. Julien était l'enfant prodige incontesté. C'était le fils aîné, le bel athlète charismatique du lycée, celui que mon père paradait fièrement au barbecue de quartier et au dîner de country club. Quoi que Julien veuille, Julien l'obtenait, sans poser de questions. Il voulait une nouvelle guitare, elle était dans sa chambre le lendemain. Il voulait partir en voyage de ski avec ses amis, mes parents signaient le chèque. Puis il y avait Cécile, ma sœur cadette de 5 ans. C'était le bébé de la famille, choyé et gâté au-delà de toute mesure, traité comme une délicate princesse de porcelaine qui ne pouvait rien faire de mal. Si Cécile cassait un vase, ma mère lui demandait si elle s'était coupé la main. Si je faisais tomber une fourchette, on me criait dessus pour ma maladresse et mon manque de soin. Et puis il y avait moi, Adrien, l'enfant du milieu, l'erreur, le bouche-trou. J'ai appris très tôt que l'amour dans ma maison était une monnaie stricte, et mon compte était chroniquement à découvert. Je me souviens des dîners de Thanksgiving avec une agonie d'une clarté cristalline. L'immense table de la salle à manger en acajou croulait sous le poids d'une énorme dinde rôtie, de vin cher, de farce et de sauce au canneberge maison. La maison sentait la cannelle et le beurre. On donnait toujours à Julien les meilleurs morceaux de viande, la première tranche massive de tarte à la citrouille. Mes parents passaient tout le repas de 2 heures à se pencher vers lui, lui posant des questions sur ses matchs de football, sa popularité, ses grands projets pour l'avenir. Ils s'extasiaient sur le récital de ballet de Cécile. J'étais assis au bout de la table, près de la porte de la cuisine, poussant silencieusement les petits pois dans mon assiette, complètement invisible. Si j'essayais de parler, si j'essayais de raconter une histoire sur un livre que j'avais lu ou un projet que j'avais fait à l'école, on m'interrompait rapidement ou on parlait simplement par-dessus moi comme si je n'avais pas fait de bruit. La plupart du temps, on me demandait simplement d'aller chercher plus de glace dans le réfrigérateur glacial du garage ou de débarrasser les assiettes sales pendant que la vraie famille savourait son dessert. J'étais intelligent. Je travaillais dur. J'avais des A dans toutes les matières. Je pensais que peut-être, juste peut-être, si je prouvais que j'étais intelligent, si je rapportais des notes parfaites, il me regarderait comme il regardait Julien. Je me souviens d'avoir rapporté un bulletin scolaire impeccable en 2e année de lycée. J'avais travaillé pendant des mois pour obtenir la meilleure note dans mon cours de calcul avancé. J'ai fièrement posé la feuille de papier impeccable sur l'îlot de la cuisine, juste en face de mon père. Il a à peine levé les yeux de son journal du matin, a grogné d'un air dédaigneux et agacé, et a physiquement poussé le bulletin du comptoir pour faire de la place pour sa tasse de café. Il a volté jusqu'au sol. Il n'a même pas dit « bon travail ». Le lendemain, Julien a rapporté un bulletin avec 2D et un F en algèbre de base. Mes parents l'ont emmené dîner dans un steakhouse cher pour lui remonter le moral, car ils estimaient qu'il subissait une pression énorme de la part de ses entraîneurs. Mais le vrai point de rupture, le moment exact où les lourdes œillères sont tombées de mes yeux, s'est produit l'été juste avant ma dernière année de lycée. J'avais été accepté dans un programme d'été préparatoire en droit très compétitif dans une prestigieuse université d'Atlanta. C'était une opportunité massive, quelque chose qui pouvait me garantir une place dans une université de premier plan et me préparer à une brillante carrière juridique. J'avais passé d'innombrables nuits à rédiger les essais, soumettant les candidatures en secret. Le seul hic était les frais de scolarité.
ce n'était pas astronomique, peut-être 2000 $, mais c'était beaucoup plus que ce que je pouvais me permettre avec mon travail à temps partiel au salaire minimum à ranger de lourdes boîtes au Walmart local. J'ai ravalé ma fierté, je suis entré dans le salon où mes parents regardaient la télévision et j'ai demandé s'ils pouvaient m'aider. Je n'ai pas demandé l'aumône. J'ai demandé un prêt sur mon fonds d'études, un fonds que je savais qu'ils avaient créé des années auparavant. J'ai promis que je leur rembourserais chaque centime avec intérêt une fois que je commencerais à travailler. Ma mère a éclaté de rire. Ce n'était pas un rire chaleureux. C'était le genre de son moqueur et aigu qui vous traverse les côtes et vous glace les poumons. Adrien, dit-elle, sans même prendre la peine de détourner le regard de l'écran de télévision. On ne peut pas jeter de l'argent par les fenêtres pour un stupide qu'endetté. Tu ne seras pas avocat. Sois réaliste. Nous devons investir notre argent dans une valeur sûre. Cette valeur sûre s'est avérée être la nouvelle obsession la plus délirante de Julien. Julien avait décidé, après avoir abandonné l'université communautaire pour la 2e fois, qu'il allait devenir un entrepreneur de luxe. Il voulait lancer une entreprise de location de voitures de luxe juste là, dans notre banlieue tranquille, malgré une expérience commerciale nulle, une littératie financière nulle et un historique terrifiant d'accidents avec ses propres berlines bon marché. Exactement une semaine après que mes parents m'aient dit qu'ils n'avaient pas un seul centime pour mon éducation, mon père a fièrement marché dans une banque. A co-signé d'énormes prêts à taux d'intérêt élevés et a vidé une grande partie de leurs économies de retraite pour financer le rêve fou de Julien. Je me souviens d'être resté dans l'allée, tenant un sac poubelle noir dégoulinant que je sortais, regardant un énorme camion à plateau s'arrêter devant notre maison. Il livrait la flotte initiale de l'entreprise de Julien, une Porsche 911 noire de Gérutilante et une Lamborghini Huracan jaune vif et criarde. Le rugissement fort et agressif des moteurs a fait trembler les fenêtres de notre maison. Les voisins regardaient à travers leur store. L'odeur épaisse de cuir neuf et de carburant à indice d'octane élevé a rempli l'air humide de la banlieue. Mes parents couraient dans l'allée, prenant des dizaines de photos de Julien appuyé contre le capot de la Lamborghini, faisant sauter une bouteille de champagne, applaudissant comme s'il venait de guérir une maladie grave. Je me tenais là, près des poubelles malodorantes, complètement invisible comme toujours. J'ai regardé la mousse de champagne couler dans l'allée. C'est ce jour-là que la dernière once d'espoir que j'avais pour leur amour est morte. Elle ne s'est pas évanouie. Elle a été brutalement exécutée. J'ai réalisé avec une clarté terrifiante que j'étais entièrement seul dans ce monde. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas piqué de crise. Je suis rentré tranquillement, j'ai pris un 2e emploi à laver des plats gras dans un restaurant ouvert 24h/24, et j'ai travaillé jusqu'à ce que mes mains saignent et que mon dos me fasse mal en permanence. J'ai économisé chaque dollar, cachant l'argent dans une vieille boîte à chaussures sous mon lit. Le seul refuge qu'il me restait, la seule personne sur cette planète entière qui me regardait et voyait réellement un être humain vivant et respirant avec une âme, était ma grand-mère, Éléonore. C'était la mère de mon père. Elle vivait à quelques villes de là, dans une modeste et belle vieille maison victorienne avec un porche enveloppant qui sentait le jasmin en fleurs et la lavande séchée. Chaque dimanche, quel que soit le temps, je faisais 1 heure de vélo sur mon vieux vélo rouillé juste pour m'asseoir sur ce porche avec elle. Elle était vive comme l'éclair, incroyablement spirituelle et farouchement indépendante. Tandis que mes parents me traitaient comme un chien errant qu'ils étaient forcés de nourrir, grand-mère Éléonore me traitait comme un trésor absolu. Nous nous asseyions sur sa balançoire en bois qui grinçait, buvant du thé glacé sucré, et elle m'écoutait vraiment. Elle me posait des questions sur mes notes, mes grands rêves de devenir avocat des droits civiques, mes peurs profondes de l'échec. Elle ne m'a jamais jugé. Elle ne m'a jamais interrompu. Le jour où je suis finalement parti pour l'université, une université d'État que je payais entièrement par moi-même avec des prêts étudiants paralysants et des années de pourboire de restaurant, personne dans ma maison n'a même dit au revoir. Mes parents étaient trop occupés dans le garage, aidant désespérément Julien à essayer de détailler sa Porsche pour un client qui ne s'est finalement jamais présenté. Mes grand-mères Éléonore m'attendaient à la gare routière Greyhound. Elle s'appuyait lourdement sur sa canne, portant sa meilleure robe du dimanche. Elle m'a serré si fort que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. Elle a glissé une enveloppe blanche scellée et unie dans la poche de ma veste, me tapotant fermement la poitrine. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite sur son papier à lettres personnalisées et 500 $ en billets neufs. Je l'ai ouverte dans le bus. La note disait, « Adrien, mon brave et brillant garçon, les personnes qui refusent de voir ta valeur n'ont pas le droit de fixer ton prix. Tu vaux le monde. Va bâtir un empire.
Je t'aime pour toujours. J'ai tenu cette enveloppe contre ma poitrine pendant tout le trajet en bus de 5 heures jusqu'à Atlanta. J'ai regardé par la fenêtre l'autoroute qui défilait et je me suis fait un vœu silencieux et incassable. J'ai promis que je ne serai jamais pauvre. Je ne serai jamais impuissant, et je ne laisserai plus jamais ma famille toxique me faire sentir petit. J'ai complètement disparu dans ma nouvelle vie, déterminé à leur prouver à tous qu'ils avaient tort par un succès pur et indéniable. Je pensais avoir échappé à la toxicité pour toujours. Je pensais que les coupés de ma vie étaient la fin de l'histoire. Mais le traumatisme familial est une ombre implacable et suffocante, et 10 ans plus tard, il est revenu en rampant pour me traîner directement en enfer. Les 10 années suivantes de ma vie furent un flou de labeur pur, sans mélange, éreintant. Je n'ai pas connu une vie universitaire normale. Je ne suis pas allé à des fêtes de fraternité endiablées le week-end. Je n'ai pas pris de vacances de printemps reposantes à la plage. J'ai mangé des nouilles ramen bon marché et pleines de sodium au sous-sol de la bibliothèque de droit à 3 heures du matin, entouré de piles imposantes et intimidantes de livres de droit constitutionnel. J'ai cumulé 3 emplois à temps partiel juste pour garder un toit au-dessus de ma tête tout en maintenant une moyenne parfaite. Le travail acharné a payé. J'ai obtenu mon diplôme en étant le premier de ma promotion. J'ai réussi l'épuisant examen du barreau de l'État du premier coup, obtenant un score dans le top 1%. J'ai commencé à gravir les échelons juridiques à Savannah. J'ai débuté comme associé junior dans un cabinet impitoyable avant de réaliser que mon cœur n'était pas dans la défense d'entreprise. Je voulais aider les gens. Je suis passé à la défense, me concentrant intensément sur les droits civiques et le droit de la famille complexe. J'ai spécifiquement pris les cas cauchemardesques que les autres avocats évitaient activement. Les divorces désordonnés et traumatisants où un conjoint riche et puissant utilisait des avocats très chers pour écraser un conjoint vulnérable. Les batailles terrifiantes pour la garde où des enfants innocents étaient utilisés comme levier par des parents narcissiques. Je me suis battu bec et ongle dans les salles d'audience pour des personnes qui se sentaient exactement comme moi en grandissant, sans voix, terrifiées et complètement invisibles. Finalement, ma réputation a tellement grandi que j'ai ouvert mon propre cabinet. Les affaires ont explosé. J'avais une équipe de parajuristes et d'associés juniors travaillant sous mes ordres. Je gagnais un salaire énorme qui a changé ma vie. Mais l'argent ne suffisait pas. Je voulais laisser un héritage. Alors, j'ai utilisé une grande partie de ma propre fortune pour fonder une organisation à but non lucratif, la Fondation Juridique Éléonore, nommée d'après la seule femme qui a cru en moi. Nous fournissions une représentation juridique entièrement gratuite aux survivants de violences domestiques et aux enfants placés en famille d'accueil naviguant dans un système défaillant. J'étais respecté par les juges, craint par les avocats de la partie adverse et aimé de mes clients. Pour ma famille biologique, cependant, je suis resté un fantôme total. J'ai changé de numéro de téléphone. Je n'ai pas appelé pendant les vacances. Ils ne m'ont pas contacté. J'ai manqué une décennie de Thanksgiving, de Noël, d'anniversaire et d'anniversaire de mariage. Le silence était incroyablement paisible. C'était la première fois de ma vie que mon système nerveux n'était pas constamment en état d'alerte. Puis, un mardi après-midi pluvieux, le téléphone de mon immense bureau en chaîne a sonné. Ce n'était pas un client. C'était le docteur Herry, un médecin-chef de l'hôpital local de ma ville natale. On avait diagnostiqué à grand-mère Éléonore un cancer du pancréas terminal agressif. Le pronostic était terriblement sombre. Il lui restait des semaines, peut-être quelques mois si elle se battait durement. J'ai tout laissé tomber. Je n'ai même pas fini la tasse de café sur mon bureau. J'ai confié toute ma lourde charge de travail à mes associés principaux, j'ai fait un seul sac de sport avec des costumes sombres et des vêtements confortables, et j'ai conduit 3 heures d'affilée jusqu'à sa maison. Je me suis installé dans sa chambre d'amis le soir même. Les 2 mois suivants furent indéniablement les jours les plus difficiles et les plus angoissants de toute ma vie. J'avais affronté des procureurs hurlants et des témoins hostiles, mais rien ne vous prépare à regarder la personne la plus forte que vous connaissez dépérir. J'ai appris à gérer un éventail terrifiant de morphine liquide et d'analgésiques. J'ai appris à utiliser des bouteilles d'oxygène lourdes et bruyantes. J'ai appris à tenir une bassine en plastique avec des mains stables pendant que la femme que j'aimais le plus au monde était violemment malade au milieu de la nuit. Je dormais à peine, somnolent sur un petit lit de camp inconfortable juste au pied de son lit pour pouvoir entendre sa respiration. Voulez-vous savoir exactement où était ma famille biologique pendant ce cauchemar? Mon père n'est jamais venu, pas une seule fois.
Il a dit à un voisin qu'il a croisé à l'épicerie qu'il ne supportait pas les hôpitaux et que voir sa mère malade le déprimait trop. Julien était bien trop occupé. Sa ridicule entreprise de location de voitures de luxe s'était prévisiblement effondrée des années auparavant dans une boule de feu de dette spectaculaire. Et il sautait actuellement d'un système de marketing multiniveau raté à un autre, tout en vivant confortablement dans le sous-sol de mes parents, sans loyer. Cécile, la princesse, a envoyé une carte de bon rétablissement générique achetée en magasin avec une signature imprimée. Ma mère Marguerite a rendu visite exactement une fois pendant ces 8 semaines épuisantes. Elle est entrée dans la chambre stérile et remplie d'équipements médicaux d'Éléonore un mardi après-midi, se plaignant bruyamment du trafic sur l'autoroute et de l'humidité. Elle s'est tenue maladroitement au pied du lit, les bras croisés, refusant même de toucher la main fragile et meurtrie d'Éléonore. Après 5 minutes angoissantes de conversation forcée et superficielle sur le temps, ma mère a regardé autour de la belle pièce remplie d'antiquités, ses yeux calculant la valeur des meubles vintage. Elle a regardé ma grand-mère mourante et a réellement demandé, « Alors, Éléonore, as-tu fait évaluer la maison récemment ?» Les prix de l'immobilier dans ce quartier spécifique montent en flèche en ce moment. Ce serait dommage de ne pas connaître la valeur marchande. Éléonore, faible mais possédant toujours un esprit d'acier pur, a regardé sa belle-fille avec une expression d'une froideur absolue. Elle a repris son souffle, a regardé Marguerite dans les yeux et a râlé, « Tu peux quitter ma maison maintenant, Marguerite, et ne prends pas la peine de revenir. » Ma mère a ricané, a soufflé bruyamment, a lissé sa jupe coûteuse et est sortie sans un autre mot. Ce fut la toute dernière fois qu'aucun d'entre eux ne l'a vue vivante. Quand grand-mère Éléonore est finalement décédée une semaine plus tard, me tenant la main au lever du soleil, le chagrin était si lourd qu'il a presque écrasé mes poumons. Je suis resté dans la pièce silencieuse pendant des heures. J'ai organisé toutes les funérailles entièrement par moi-même. J'ai payé pour le cercueil, les fleurs, la concession funéraire. Mes parents, Julien et Cécile, se sont présentés à la cérémonie à l'église portant des vêtements de créateurs noirs et chers, jouant le rôle de la famille profondément endeuillée pour le bénéfice des voisins qui regardaient. Ils ont accepté les condoléances avec des hochements de tête tristes. Ils n'ont pas versé une seule larme sincère. Je les ai regardés depuis le premier banc, ne ressentant absolument rien d'autre qu'un profond dégoût. 2 semaines après l'avoir mise en terre, nous avons tous été officiellement convoqués au bureau de Maître Durand, l'avocat de longue date d'Éléonore, pour la lecture officielle des dernières volontés et du testament. Mes parents étaient assis dans les fauteuils en cuir moelleux de la salle d'attente de Durand, vibrant pratiquement d'une cupidité non contenue. Ils savaient que la grande maison de la rue Hauque était entièrement payée. Ils savaient qu'Éléonore avait un portefeuille d'investissement diversifié et substantiel qu'elle avait constitué pendant 40 ans. Ils dépensaient déjà l'héritage dans leur tête, chuchotant avec enthousiasme à Julien à propos du remboursement des dettes et de l'achat d'un nouveau bateau. Durand, un homme calme et sérieux d'une 60aine d'années, nous a appelés dans son bureau. Il a ajusté ses épaisses lunettes, s'est éclairci la gorge bruyamment et a lu le document juridique. C'était court, contraignant et brutalement clair. Moi, Éléonore, saine d'esprit et de corps, lègue l'intégralité de ma succession, y compris ma maison d'habitation, tous les actifs financiers, les comptes chèques et les effets personnels, entièrement et uniquement à mon petit-fils, Adrien. Il est le seul qui s'est présenté quand je mourrais. Il est le seul qui s'en souciait. À mon fils, Robert, et à sa femme, Marguerite, je ne laisse rien. Le silence qui est tombé sur ce petit bureau était absolument assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. Et puis l'explosion s'est produite. Mon père est devenu violet. Il a frappé son lourd poing sur le bureau en verre de Durand si fort que les tasses de café ont tremblé. Ma mère a sauté de sa chaise et a commencé à crier hystériquement, son visage virant au rouge marbré et furieux. C'est une erreur. C'est illégal, a-t-elle crié, pointant un doigt tremblant directement sur mon visage. Il l'a endoctrinée. Il a isolé une vieille femme malade et confuse et l'a forcée à signer cette ordure. Julien s'est avancé, l'air de vouloir me frapper. Espèce de petit rat. Tu as planifié ça depuis le début. J'étais assis tranquillement sur ma chaise, les regardant tous les trois agir comme des animaux enragés privés d'un repas. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai regardé ma mère et j'ai dit d'un ton égal, elle n'était pas isolée, mère. Elle était juste assise dans sa chambre à attendre des gens qui n'ont jamais pris la peine de frapper. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste de costume et je suis sorti du bureau, les laissant piquer une énorme crise de colère dans le hall. J'ai honnêtement pensé que l'argent me serait légalement transféré,
que la succession serait réglée, et que ce serait la fin définitive. J'ai gravement sous-estimé les longueurs terrifiantes auxquelles les gens désespérés sont prêts à aller. Quelques jours plus tard, mon cousin Léo m'a contacté. Léo était le neveu de mon père, quelqu'un avec qui je jouais aux jeux vidéo quand nous étions enfants, avant que la famille ne se fracture complètement. Il a appelé mon portable en disant qu'il avait entendu parler du drame familial massif et qu'il voulait prendre de mes nouvelles pour voir si je tenais le coup. Il avait l'air sincère. Il a proposé de m'offrir une bière et de me laisser me défouler. J'étais épuisé émotionnellement, profondément endeuillé par la perte de ma grand-mère et, franchement, je voulais juste que quelqu'un de ma lignée soit normal et gentil. J'ai bêtement accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un pub local faiblement éclairé au sol collant appelé Aliès. Autour de 3 pintes de bière, j'ai vidé mon sac. Je me suis plaint de l'absence dégoûtante de mes parents pendant les derniers jours d'Éléonore, du traumatisme sévère de fournir des soins palliatifs seul et de mon désir de protéger l'héritage d'Éléonore de leurs griffes avides. Je lui ai dit que j'avais enfin le contrôle pour m'assurer qu'il ne touche jamais à ses affaires. Exactement 2 semaines plus tard, alors que j'étais assis dans mon bureau à examiner un dossier, un huissier a franchi mes portes en verre et m'a remis une épaisse enveloppe en manille. J'avais été assigné dans une énorme poursuite civile. Mes parents contestaient officiellement le testament, me poursuivant pour influence indue, fraude et abus sur personnes âgées, et leur principale pièce à conviction, très vantée, jointe au dossier de découverte, un enregistrement audio. Léo avait porté un micro caché au pub. Il avait secrètement enregistré toute notre conversation émotionnelle de 2 heures, puis lui ou mes parents avaient malicieusement coupé et lourdement monté le fichier audio. Ils avaient coupé tout mon contexte sur les soins palliatifs, réarrangeant mes paroles vulnérables pour donner l'impression que je me vantais arrogamment de prendre le contrôle agressif de la vie d'Éléonore. De l'isoler de sa famille aimante et de manipuler son esprit juste pour m'assurer le pactole. Mon cousin Léo m'avait complètement vendu à mes parents pour une part lucrative promise de l'héritage. Il pensait m'avoir complètement acculé. Il pensait que la bande montée et leurs mensonges coordonnés me détruiraient au tribunal des successions, me ruineraient avec les frais de justice et me forceraient à leur remettre les clés de la maison. Mais ils ne réalisaient pas que, dans leur cupidité aveugle et enragée, ils venaient de déclarer une guerre juridique totale à un homme qui vivait, respirait et chassait pratiquement dans un prétoire. Au moment exact où j'ai fini de lire l'épais document de poursuite fortement agrafé, la colère en moi s'est évaporée, remplacée instantanément par un calme froid, hyper concentré et terrifiant. Je n'étais plus le petit-fils endeuillé et le cœur brisé. Je n'étais plus le petit garçon traumatisé cherchant l'approbation de sa mère. J'étais Adrien l'avocat plaidant. J'étais l'homme qui démolissait les témoins hostiles pour gagner sa vie. Et il venait d'entrer dans mon arène. Je connaissais la règle d'or du droit, tout avocat qui se représente lui-même a un imbécile pour client. Les émotions obscurcissent le jugement. Et j'avais besoin de quelqu'un de froid et de clinique pour exécuter cette exécution. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Henri Valois. Henri était un poids lourd du barreau. Nous nous étions affrontés de part et d'autre de l'allée à quelques reprises au fil des ans, et l'homme était un véritable bulldog juridique. Il était brillant, impitoyable et très respecté par tous les juges du district. Quand je suis entré dans son immense bureau d'angle, que je lui ai remis le dossier de la poursuite et que je lui ai expliqué toute la situation tordue avec la bande montée et les affirmations de mes parents, un sourire lent et incroyablement dangereux s'est étendu sur son visage buriné. « Adrien » a dit Henri, en jetant le dossier sur son bureau en acajou poli avec un grand bruit sec. Ils ont apporté un couteau à beurre en plastique bon marché à un combat de pistolets thermonucléaires. Démantelons-les complètement. La partie adverse était représentée par Victor Lemoine. Lemoine était exactement le genre d'avocat que l'on engageait à partir d'une publicité télévisée de fin de soirée ou d'un panneau d'affichage autoroutier, costume à rayures voyants, une voix théâtrale et retentissante. Et une réputation d'utiliser des tactiques agressives et sournoises destinées à intimider l'autre partie pour obtenir un règlement financier rapide et paniqué. Sa toute première initiative a été d'essayer de nous noyer sous des demandes de communication massive. Il a exigé mes relevés bancaires personnels, 10 ans de mes déclarations de revenus complètes, tout l'historique de mon téléphone portable et chaque document médical lié au traitement du cancer d'Éléonore. Il voulait m'épuiser. Il voulait peindre une image convaincante pour le juge de moi en tant que gamin fauché, désespéré et distant qui avait désespérément besoin d'un gros pactole et avait manipulé une femme mourante pour l'obtenir. J'étais assis dans le bureau d'Henri, regardant la pile imposante d'assignations que Lemoine avait envoyée. « Donnez-leur tout », ai-je dit à Henri,
ma voix dépourvue de toute émotion. Chaque morceau de papier. Laissez-les s'y noyer. Laissez-les gaspiller leurs heures facturables à lire sur mes dons à des œuvres de bienfaisance. Mais je n'allais pas seulement jouer en défense. Pendant que le moine perdait son temps précieux à passer au crible mes dossiers financiers absolument impeccables, ma brillante assistante principale Elena et moi avons lancé notre propre contre-enquête massive. En contentieux civil, la communication des pièces va dans les deux sens. Nous avons émis des assignations agressives pour les dossiers bancaires complets de mes parents, leurs relevés d'hypothèque, leurs factures de carte de crédit et leurs déclarations de revenus. S'ils voulaient une guerre d'usure brutale, j'allais leur montrer comment un professionnel chevronné s'y prend. Ce qu'Elena et moi avons trouvé en parcourant ces boîtes au cours des semaines suivantes était absolument stupéfiant. Cela a peint une image horrifiante de désespoir financier absolu et non mitigé de leur part. Mes parents n'étaient pas seulement avides. Ils se noyaient dans un océan financier de leur propre fabrication. Vous vous souvenez de l'entreprise de location de voitures de luxe de Julien? Celle pour laquelle mon père s'était fièrement porté garant il y a une décennie? Il s'est avéré que Julien n'avait pas seulement fait défaut sur les prêts commerciaux massifs. Lorsque l'entreprise a commencé à péricliter, il avait secrètement convaincu mon père de contracter une seconde hypothèque massive sur la maison principale de mes parents pour couvrir les paiements ballons sur cette Lamborghini et cette Porsche. Les deux voitures de luxe avaient été reprises par la banque des années auparavant, après que Julien en ait accidenté une et ait cessé de payer l'autre. Mais la dette massive est restée, s'accumulant à un taux d'intérêt prédateur terrifiant. Mais incroyablement, ce n'était même pas la pire partie de leur autopsie financière. Elena a suivi une série de virements massifs et paniqués, quittant les comptes de retraite de mes parents au cours des 5 dernières années. Ils envoyaient des dizaines de milliers de dollars en un flux constant à la sœur cadette de ma mère, tante Béatrice. Nous avons creusé. Béatrice les avait convaincus d'investir toutes leurs économies dans un projet de développement immobilier de luxe en Floride à rendement garanti et sans risque. Nous avons cherché la SARL. C'était une société écran fantôme complète. Le terrain qu'ils étaient censés avoir acheté était un marécage toxique protégé sur lequel on ne pouvait pas construire. Béatrice les avait complètement saignés à blanc, avait disparu, et leur compte de retraite était pratiquement à zéro. Mes parents faisaient face à une saisie imminente. Ils étaient fonctionnellement en faillite. La seule chose qui se tenait entre eux et vivre dans un motel bon marché et délabré était la succession de plusieurs millions de dollars de grand-mère Éléonore. Ils avaient besoin de cet héritage juste pour survivre à l'année. Et ils étaient tout à fait disposés à détruire ma vie, à me faire accuser d'un crime d'abus sur personne âgée, et à traîner le nom de ma grand-mère bien-aimée dans la boue pour mettre la main dessus. C'est un animal acculé, a dit Henri, en examinant les feuilles de calcul financières surlignées qu'Elena avait soigneusement imprimées et disposées sur la table de conférence. Ils sont absolument terrifiés d'être sans abri. C'est exactement pourquoi le moine agit de manière si incroyablement agressive. Ils ont besoin d'un règlement rapide. Ils veulent que vous les payiez pour qu'ils s'en aillent. Nous ne leur offrons absolument rien, ai-je répondu, en fixant le papier montrant le défaut de la seconde hypothèque de mon père. Nous ne réglons pas pour un centime. Nous allons jusqu'au procès, et nous exposons tout sur la place publique. La nuit précédant l'audience très attendue sur la succession, je suis allé en voiture à la maison de grand-mère Éléonore. La propriété était légalement en suspens, intouchable jusqu'à ce que le juge statue, mais j'avais toujours les lourdes clés en laiton. Je me suis assis sur la vieille balançoire en bois qui grinçait, l'air d'automne se refroidissant rapidement alors que le soleil plongeait sous la ligne des arbres. L'odeur douce de lavande séchée persistait encore dans le jardin envahi par la végétation. J'ai bu du café noir dans un thermos en métal, regardant la rue calme et paisible. Demain matin, ma personnalité allait être publiquement assassinée par les deux personnes qui étaient biologiquement censées me protéger. Ils allaient jouer cette bande malicieusement montée. Ils allaient mentir sous serment à un juge. Ils allaient essayer de me dépeindre comme un monstre calculateur. J'ai sorti de la poche de poitrine de ma veste l'ancienne enveloppe blanche, légèrement froissée, qu'Éléonore m'avait donnée à la gare routière il y a plus d'une décennie. J'ai passé mon pouce sur son écriture élégante. Ceux qui ne voient pas ta valeur n'ont pas le droit de fixer ton prix. Je n'étais pas nerveux. Mon rythme cardiaque était stable. J'étais profondément prêt. J'avais la vérité absolue. J'avais les preuves financières dévastatrices. Et je savais que le juge Lambert était notoirement intolérant aux parjures et aux absurdités dans sa salle d'audience. J'ai pris une profonde inspiration purifiante de l'air nocturne,
j'ai fermé les yeux et j'ai préparé mon esprit pour le massacre. Demain, l'enfant invisible et inutile allait faire s'effondrer tout leur château de cartes, brique par brique. Je ne m'attendais simplement pas à ce que l'explosion soit aussi spectaculairement brillante. Le matin de l'audience sur la succession est finalement arrivé, apportant avec lui une humidité épaisse et suffocante qui planait sur la ville de Savannah. J'ai monté les larges marches de marbre usées du palais de justice du comté de Charente, un bâtiment que je connaissais intimement. J'avais passé d'innombrables heures à l'intérieur de ces mêmes murs, me battant bec et ongles pour des clients qui avaient été meurtris par les dures réalités du tribunal de la famille, des divorces brutaux et des batailles terrifiantes pour la garde. Le palais de justice bourdonnait toujours d'une énergie chaotique spécifique, un mélange d'anxiété à fort enjeu, de postures agressives d'avocats chers et des larmes silencieuses et désespérées de personnes dont la vie s'effondrait. Habituellement, j'étais le bouclier blindé pour ces personnes. Aujourd'hui, j'étais celui qui était dans la ligne de mire. Mais contrairement aux clients terrifiés que je représentais habituellement, je sentais un calme étrange et absolu s'installer au plus profond de mes os. J'ai poussé les lourdes portes doubles en bois de la salle d'audience 4B. L'air à l'intérieur sentait légèrement la cire à parquet au citron et le vieux papier. J'ai pris place à la lourde table de la défense en acajou. Mon avocat, Henri Valois, s'est assis à côté de moi. Henri était un titan du barreau dans notre état. Il portait un costume bleu marine parfaitement taillé et son attitude était complètement détendue. Il a ouvert son épais classeur en cuir méticuleusement organisé, a placé son stylo en or coûteux sur son bloc-notes juridique et s'est penché en arrière dans son fauteuil. Il ne ressemblait pas à un homme se préparant à une bataille difficile. Il ressemblait à un homme qui connaissait déjà le score final du match. De l'autre côté de l'allée centrale, la table des plaignants était un contraste saisissant. Mes parents, Robert et Marguerite, avaient l'air d'avoir déjà gagné à la loterie et de subir simplement un léger retard administratif avant de percevoir leur énorme gain non mérité. Mon père portait un costume anthracite rigide qui semblait ne pas avoir été correctement taillé depuis la fin des années 1990. Il ajustait sans cesse sa cravate, chuchotant agressivement à leur avocat, Victor Lemoine. Ma mère était vêtue d'une robe beige conservatrice et très calculée, serrant un mouchoir en dentelle sur ses genoux, prête à déployer de fausses larmes à tout moment. Juste derrière eux, assis au premier rang de la galerie publique, se trouvait mon frère aîné, Julien. Il était venu vêtu d'un costume de créateur voyant et moulant qui criait la dette de carte de crédit. Il était assis, les jambes écartées, les bras croisés fermement sur sa poitrine, regardant autour de la salle d'audience avec une expression suffisante et très arrogante. Il se penchait occasionnellement par-dessus la cloison en bois pour chuchoter ce qu'il considérait probablement comme une brillante stratégie juridique à l'oreille de ma mère. Il s'était complètement convaincu que ce procès n'était qu'une simple formalité. Il croyait sincèrement que Victor Lemoine, leur avocat bruyant et agressivement bronzé de publicité sur panneaux d'affichage, allait facilement m'écraser. Il pensait pouvoir m'intimider pour que je cède l'héritage de grand-mère Éléonore, l'immobilier et le portefeuille financier sans transpirer. La lourde porte en bois derrière le banc s'est ouverte et l'huissier a appelé la salle à l'ordre. Le juge Marc Lambert a pris son siège. Le juge Lambert était un homme très respecté et profondément sérieux qui ne tolérait absolument pas les imbéciles, le parjure ou les absurdités théâtrales dans sa salle d'audience. Il avait une réputation féroce de lire chaque page de communication soumise à sa chambre avant même de mettre sa robe noire. Il a ajusté ses lunettes de lecture, a examiné l'énorme dossier devant lui et a fait signe aux plaignants de commencer. Victor Lemoine s'est levé, a boutonné sa veste de costume coûteuse avec un geste dramatique et s'est approché du pupitre en bois avec l'assurance d'un homme qui aimait le son de sa propre voix retentissante. Il a passé les 20 premières minutes angoissantes de l'audience à peindre une image si follement inexacte et profondément fictive qu'elle frisait la science-fiction. Il a décrit mes parents, Robert et Marguerite, comme des soignants profondément dévoués et intensément aimants qui avaient été complètement pris au dépourvu par un fils manipulateur, avide d'argent et distant. Il a lancé avec confiance des termes juridiques lourds et préjudiciables comme fraude, coercition et abus criminels sur personnes âgées. Il a désespérément essayé de construire un récit crédible pour le juge où j'étais arrivé en ville à la dernière heure, avait agressivement isolé grand-mère Éléonore de sa famille soi-disant aimante et l'avait forcé par la contrainte à changer son testament pour m'assurer un énorme pactole. Votre honneur, a beuglé Lemoine, en faisant de grands gestes vers mes parents. Mes clients ont subi un traumatisme émotionnel inimaginable. Ils ont été privés de leurs derniers moments précieux avec leur mère bien-aimée par un individu calculateur et avide qui a vu une vieille femme vulnérable et fortement médicamentée et n'a vu que des signes de dollars.
Nous prouverons qu'Adrien a mené une campagne malveillante d'isolement et d'influence indue. Après sa déclaration d'ouverture ridicule, le moine a appelé mon père à la barre des témoins. Mon père s'est approché, a prêté serment avec un visage complètement impassible, a posé la main sur la Bible et a juré de dire toute la vérité. Il s'est assis dans le box des témoins en bois, a de nouveau ajusté sa cravate bon marché et a commencé à mentir à la cour avec un niveau d'aisance et de confort pratiqué qui m'a honnêtement perturbé sur le plan psychologique. Sous les questions très suggestives et soigneusement répétées de le moine, mon père a décrit une belle relation soudée et entièrement fabriquée avec sa mère. Il a regardé le juge dans les yeux et a prétendu qu'il lui rendait visite plusieurs fois par semaine, qu'il l'appelait tous les dimanches après-midi et qu'il était un participant actif et profondément concerné dans toutes ses décisions de santé complexes. Et Monsieur Robert, a demandé le moine, arpentant le sol devant le box du jury. Pourquoi n'étiez-vous pas présent pendant les derniers jours de votre mère? Mon père a laissé ses épaules s'affaisser, arborant un visage de profond chagrin manufacturé. Parce que j'étais enfermé dehors, votre honneur. Mon fils, Adrien, s'est installé dans la maison et a complètement changé les serrures. Il a refusé d'ouvrir la porte. Il ne retournait pas mes appels téléphoniques désespérés. J'ai été complètement coupé de ma propre mère au moment où elle avait le plus besoin de moi. J'étais assis à la table de la défense, mon visage un masque complètement blanc et indéchiffrable de pierre froide. Je n'ai pas secoué la tête avec incrédulité. Je n'ai pas levé les yeux au ciel devant le parjure absurde. Je n'ai pas montré la moindre once d'émotion. Je suis juste resté parfaitement immobile et je l'ai laissé tisser la corde épaisse et lourde avec laquelle il allait pendre tout son avenir. Ensuite, le moine a appelé ma mère à la barre. C'était l'événement principal. Marguerite avait clairement passé toute la matinée devant un miroir à répéter sa performance. Elle a pris la barre lentement, serrant fermement son mouchoir en dentelle, ses yeux allant et venant nerveusement dans la pièce pour s'assurer que tout le monde dans la galerie regardait sa démonstration dramatique. Madame Marguerite, a dit le moine, en utilisant un ton doux, trop sympathique, presque écœurant. Pouvez-vous s'il vous plaît décrire à la cour la nature exacte de votre relation avec votre fils, le défendeur Adrien? Ma mère a laissé échapper une longue et lourde respiration incroyablement dramatique. Elle a regardé la table de la défense et, pendant une fraction de seconde, le faux chagrin a complètement disparu de son visage. Dans ce bref instant, j'ai vu la haine brute et non filtrée dans ses yeux. C'était exactement le même regard qu'elle m'avait lancé lorsque j'avais demandé un petit prêt sur mon propre fonds d'études il y a tant d'années. C'était le regard d'une femme regardant un insecte profondément décevant. Adrien a toujours été un enfant très difficile, très froid, a-t-elle dit, sa voix tremblant avec une précision théâtrale parfaite. Nous lui avons absolument tout donné. Nous l'avons aimé tout autant que nos autres beaux enfants, mais il nous a constamment rejetés. Il a quitté notre foyer aimant il y a 10 ans sans un seul regard en arrière. Il n'est pas venu à nos dîners de Thanksgiving. Il n'a pas appelé pour nos anniversaires. Il a complètement abandonné sa famille pour poursuivre ses propres ambitions égoïstes et isolées. Elle a fait une pause pour s'éponger les yeux complètement secs, reniflant bruyamment pour que le sténographe l'entende. Quand ma pauvre et douce belle-mère est tombée malade de ce terrible cancer, nous avons été absolument dévastés. Nous voulions être là pour elle. Nous voulions lui tenir la main. Mais Adrien est soudainement apparu de nulle part après une décennie de silence. Il s'est installé dans sa belle maison et a absolument refusé de nous laisser la voir. Il a manipulé une femme mourante et fortement médicamentée. Il a empoisonné son esprit fragile contre nous juste pour pouvoir voler l'immobilier de valeur et l'argent qu'elle nous avait toujours promis pour aider à soutenir notre famille. Le moine s'est penché en avant, posant lourdement ses coudes sur le pupitre en bois, sentant le point culminant de son interrogatoire direct. Et Madame Marguerite, pourquoi pensez-vous que votre propre fils ferait une chose aussi terrible et destructrice à sa propre famille aimante? Ma mère a agrippé la rampe en bois du box des témoins. Elle a levé le menton, a regardé le juge Marc Lambert droit au centre de ses yeux, et a prononcé la phrase exacte qu'elle avait attendu toute sa misérable vie de dire sur la place publique. Parce qu'Adrien est juste un fils inutile, votre honneur. Il l'a toujours été. Il n'a jamais apporté une seule chose positive à cette famille. C'est un raté total qui n'a pas pu s'en sortir dans le monde réel par lui-même. Alors il a décidé de s'attaquer à une femme malade et vulnérable pour avoir une vie facile. Un silence lourd et suffocant est tombé sur toute la salle d'audience. Dans la galerie, je pouvais voir Julien sourire largement du coin de l'œil. Mon père a hoché la tête solennellement, jouant le rôle du patriarche au cœur brisé.
Victor Lemoine a levé les yeux vers le juge, s'attendant clairement à une réaction de profonde sympathie et d'indignation pour ses pauvres parents intensément victimisés. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas rompu le contact visuel avec la femme qui m'a mis au monde. Je suis juste resté là, respirant régulièrement, sentant le bois froid, dur et poli de la table de la défense sous mes doigts. J'ai laissé les mots toxiques flotter dans l'air lourd. Fils inutile. Raté total. C'était l'aboutissement absolu de 34 longues années d'abus psychologiques et émotionnels. Finalement emballé et présenté sous serment devant un tribunal. Je me suis penché vers Henri Valois, sans jamais quitter ma mère des yeux, et j'ai murmuré très doucement, mettons fin à ça maintenant. Henri Valois se leva lentement de son lourd fauteuil en cuir. Il ne se pressa pas. Il n'avait pas l'air en colère, agité ou intimidé par la lourde performance émotionnelle qui venait d'avoir lieu. Il ressemblait exactement à un joueur de poker très expérimenté qui venait de recevoir une quinte flush royale imbattable et prenait simplement un moment pour décider exactement combien d'argent il allait prendre sur la table avant de terminer la partie. Pas de question pour ce témoin pour le moment, votre honneur, dit Henri, sa voix profonde complètement calme et égale. Victor Lemoine parut visiblement confus. Il cligna des yeux rapidement, clairement déstabilisé de son scénario répété. Ma mère parut profondément déçue, comme si elle s'était préparée pendant des semaines à un contre-interrogatoire brutal et hurlant et était intensément contrariée de ne pas avoir eu l'occasion de livrer plus de ces lignes venimeuses soigneusement mémorisées. Elle descendit du box des témoins surélevés et retourna à son siège à côté de mon père, l'air incroyablement suffisant, supposant que l'absence de questions d'Henri signifiait que nous avions complètement capitulé. Le moine s'approcha à nouveau avec confiance du pupitre en bois, redressant sa cravate en soie brillante. Votre honneur, les plaignants ont terminé leur exposé. Nous croyons fermement que le témoignage profondément émouvant que vous venez d'entendre, combiné à l'enregistrement audio incroyablement troublant soumis en preuve, démontre clairement un cas classique et indéniable d'influence indue, de coercition et d'abus sur personnes âgées. Le juge Marc Lambert ne regarda pas Victor Lemoine. En fait, il avait complètement cessé de prendre des notes à mi-chemin du témoignage dramatique de ma mère. Il retira lentement ses épaisses lunettes de lecture, les posa soigneusement et délibérément sur son bureau poli, et joignit fermement ses mains. Il regarda la table de mes parents, son expression faciale complètement indéchiffrable et stoïque avant de fixer lentement ses yeux perçants directement sur Victor Lemoine. Monsieur Lemoine, dit le juge Lambert, sa voix basse, stable et portant une pointe incroyablement dangereuse qui fit chuter la température dans la pièce. Avant de permettre à monsieur Valois de présenter le cas de la défense, j'ai une question très simple et directe à vous poser. Bien sûr, votre honneur. Tout ce que vous voulez, répondit le moine, affichant un sourire éclatant, trop confiant, artificiellement blanchi. Avez-vous la moindre idée de qui est réellement le défendeur dans cette affaire? Ne savez-vous vraiment pas qui est Adrien? Le moine cligna de nouveau des yeux, son sourire éclatant faiblissant légèrement sur les bords. C'est le petit-fils de la défunte, votre honneur. Le fils distant et sans emploi de mes clients. La mâchoire du juge Lambert se crispa visiblement. C'est sa relation biologique de base, conseiller. Je vous demande si vous, en tant qu'officier de cette cour, avez fait ne serait-ce qu'une vérification d'antécédents Google de 5 minutes sur l'homme que vous venez d'accuser agressivement d'être un fraudeur désespéré et sans emploi dans ma salle d'audience. La salle d'audience devint absolument silencieuse. Les doigts de la sténographe planaient immobiles au-dessus de son clavier mécanique. Les expressions suffisantes et victorieuses de mes parents disparurent instantanément, remplacées par une confusion soudaine, rampante et terrifiante. Julien s'arrêta de se pencher par-dessus la cloison de la galerie et se rassit, l'air soudain très mal à l'aise. Le moine déglutit difficilement, une goutte de sueur se formant sur son front fortement bronzé. Je me suis entièrement fié aux informations d'antécédents complètes fournies par mes clients, votre honneur. Le juge Lambert prit un épais dossier fortement englouti sur son bureau et l'ouvrit d'un coup sec. Puisque vos clients viennent de passer la dernière heure à commettre ce qui frise le parjure agressif et très malveillant dans ma salle d'audience, permettez-moi de vous éduquer, vous et eux. L'homme tranquillement assis à la table de la défense, l'homme que votre cliente vient d'appeler un raté inutile, est Adrien. Il est l'associé principal fondateur de l'un des cabinets d'avocats spécialisés en droit civique les plus prospères et les plus respectés de tout l'État de Géorgie. Il est le fondateur et le principal bailleur de fonds de la Fondation juridique Éléonore, une organisation à but non lucratif massive qui fournit des conseils juridiques entièrement gratuits à des centaines de victimes de violences domestiques graves. Le juge Lambert fit une pause,
laissant les mots lourds s'imprégner profondément dans la pièce silencieuse. Il regarda directement ma mère, qui était devenue complètement, incroyablement pâle. La couleur quitta son visage si rapidement qu'elle parut physiquement malade, sa mâchoire légèrement pendante. Mon père me fixait, les yeux grands de panique absolue, comme s'il regardait un parfait inconnu. De plus, poursuivit le juge, sa voix puissante résonnant contre les hauts murs lambrissés de bois. Adrien s'est tenu dans cette même salle d'audience devant moi à des dizaines d'occasions pour des litiges complexes. Il est largement connu dans toute la communauté juridique de cette ville pour son intégrité impeccable. Son énorme salaire professionnel et son dévouement implacable à protéger farouchement les personnes vulnérables contre exactement le genre de comportement prédateur et abusif dont vos clients l'accusent sauvagement aujourd'hui. Victor Lemoine avait l'air d'avoir été heurté de plein fouet par un énorme train de marchandises. Il baissa les yeux sur son bloc-notes jaune, puis sur mes parents avec un regard de pure fureur, réalisant instantanément qu'il lui avait complètement menti sur mon statut financier, ma carrière et mon identité. Il était entré aveuglément dans une scie circulaire juridique, et sa réputation professionnelle était sur le point d'être déchiquetée. Henri Valois choisit ce moment parfait pour se lever. S'il plaît à la cour, la défense aimerait présenter brièvement nos preuves extrêmement concluantes. Cela ne prendra pas longtemps du tout. Le juge Lambert hocha la tête brusquement. Procédez, monsieur Valois. Henri ne m'a pas appelé à la barre. Il n'avait pas besoin de mon témoignage émotionnel. Il s'est simplement dirigé vers le greffier de la cour et a remis une épaisse pile de documents juridiques officiellement certifiés et tamponnés. Premièrement, votre honneur, a déclaré Henri, projetant sa voix profonde pour que tout le monde dans la galerie bondée puisse l'entendre clairement. Concernant l'affirmation complètement fabriquée selon laquelle mon client a agressivement isolé la défunte, nous soumettons les registres des visiteurs quotidiens officiels et lourdement documentés. Tenus indépendamment par le personnel infirmier privé de l'hospice au cours des 2 derniers mois extrêmement difficiles de la vie d'Éléonore. Ces registres officiels montrent qu'Adrien était physiquement présent à la maison, fournissant des soins pendant en moyenne 16 heures exténuantes par jour. Les registres montrent également clairement que Robert a rendu visite un total de 0 fois. Julien a rendu visite un total de 0 fois et Marguerite a rendu visite exactement 1 fois pour une durée documentée de moins de 7 minutes. Au cours de laquelle elle s'est renseignée sur la valeur immobilière de la propriété. Mon père s'est affaissé profondément dans son lourd fauteuil, ayant l'air de vouloir que le sol s'ouvre et l'avale tout entier. Julien a soudainement trouvé les éraflures sur les carreaux du sol incroyablement fascinantes. Deuxièmement, a poursuivi Henri en douceur, en brandissant un document médical certifié et filigrané. Nous soumettons la déclaration sous serment, entièrement notariée, du docteur Herry, l'oncologue en chef qui a traité Éléonore. Le docteur Herry témoigne officiellement sous peine de parjure qu'Éléonore était complètement lucide, d'une santé mentale entièrement saine, et très farouchement indépendante jusqu'à ses dernières 48 heures. Elle a ordonné la rédaction de son Nouveau Testament entièrement par elle-même, passant une évaluation psychologique rigoureuse et spécialisée, spécifiquement mandatée par son avocat successoral pour absolument empêcher ce type exact de poursuite frivole et avide de la part de son fils distant. Henri a ensuite tourné toute son attention intimidante directement vers Victor Lemoine, qui avait l'air physiquement malade. Maintenant, en ce qui concerne l'enregistrement audio que les plaignants ont soumis comme leur soi-disant preuve irréfutable, l'enregistrement fourni par le cousin d'Adrien, Léo. Lemoine a physiquement reculé loin du pupitre. Nous avons engagé un expert en criminalistique audio numérique indépendant, très respecté et certifié par le tribunal pour analyser en profondeur le fichier numérique, a déclaré Henri, en sortant un épais rapport analytique relié. L'expert a conclu de manière concluante que le fichier audio a été malicieusement coupé, lourdement monté et manipulé numériquement à 37 endroits spécifiques différents pour altérer intentionnellement et complètement le contexte de la conversation profondément émotionnelle. Soumettre des preuves numériques manipulées et frauduleuses à cette cour est une violation grave de la loi et, franchement, des motifs clairs pour une radiation professionnelle immédiate. Le juge Lambert a lancé un regard venimeux à Lemoine. Est-ce vrai, monsieur Lemoine ? Avez-vous soumis des preuves frauduleuses à ma cour ? Votre honneur, je vous le jure, je n'en avais absolument aucune idée, a balbutié Lemoine, son faux bronzage coûteux paraissant soudain maladif et gris. Mes clients ont fourni le fichier numérique à mon cabinet. Robert et Marguerite m'ont agressivement assuré de sa complète authenticité. Enfin, a déclaré Henri, portant le coup de grâce absolu et dévastateur à toute leur pathétique mascarade. Nous soumettons les dossiers financiers complets et audités des plaignants, obtenus par assignation. Ils ont prétendu qu'Adrien était un raté, désespéré d'argent.
Ces dossiers vérifiés prouvent exactement le contraire. Robert et Marguerite font actuellement face à une saisie bancaire imminente sur leur résidence principale en banlieue. Leur dette massive et paralysante découle directement d'une seconde hypothèque à taux d'intérêt élevé contractée pour financer illégalement une entreprise de location de voitures. De luxe raté pour leur fils, Julien. Une entreprise spectaculairement ratée qui a abouti à la reprise très médiatisée d'une Lamborghini et d'une Porsche. Henri a sorti une dernière feuille de papier, un relevé de virement bancaire. De plus, les plaignants ont complètement vidé leur compte de retraite environ bêtement des centaines de milliers de dollars à une SARL douteuse connue sous le nom de Sunshine Estate. Une brève et simple enquête de mon cabinet révèle que cette SARL est une escroquerie immobilière marécageuse frauduleuse vérifiée, exploitée directement par la sœur cadette de Marguerite, Béatrice. Les plaignants sont fonctionnellement complètement en faillite. Ils ont intenté cette poursuite vicieuse et malveillante non pas par un profond chagrin pour une mère perdue, mais par une ruine financière absolue, terrifiante et désespérée. Le silence dans l'immense salle d'audience était absolu et total. On pouvait entendre le faible bourdonnement des bouches d'aération et la respiration rapide et paniquée de mon père. Ma mère pleurait silencieusement dans ses mains, sa façade soigneusement construite complètement brisée. Mon père avait l'air complètement brisé, fixant d'un air absent le grain du bois de la table. Julien s'était tellement recroquevillé sur son siège de la galerie qu'il ressemblait à un enfant terrifié et piégé. Ils avaient agressivement essayé de m'enterrer dans l'obscurité. Ils ne réalisaient simplement pas que c'était moi qui possédais toute la machinerie lourde. Le juge Marc Lambert n'a pas hésité une seule seconde. Il n'a pas eu besoin de prendre une longue pause dans ses appartements pour examiner la montagne massive de preuves irréfutables. Il a baissé les yeux depuis le haut banc en bois, son visage un masque dur de dégoût judiciaire absolu et de mépris furieux. C'est sans aucun doute l'un des abus les plus honteux, profondément malveillant et entièrement frivole du système judiciaire que j'ai jamais vu en 20 ans passer sur ce banc, a annoncé le juge Lambert, sa voix tranchant brutalement l'air lourd et humide de la salle d'audience. Tenter de détruire complètement la réputation professionnelle impeccable et durement gagnée d'un citoyen respectable, de manipuler illégalement des preuves audio numériques et de traîner violemment la belle mémoire d'une femme décédée dans la boue simplement pour couvrir vos propres erreurs. Financière follement imprudente est absolument odieux. Il a pris son lourd marteau en bois, ses jointures blanches. La requête ridicule des plaignants de contester les dernières volontés et le testament est rejetée avec une extrême sévérité. La succession d'Éléonore sera immédiatement libérée du suspens successoral et transférée entièrement et totalement au défendeur Adrien. De plus, à titre de mesure punitive pour cet abus de procédure stupéfiant, j'ordonne officiellement aux plaignants Robert et Marguerite de payer l'intégralité des frais de justice très coûteux du défendeur. La séance est levée de manière permanente. Le craquement violent et sonore du marteau frappant le bloc de résonance a retenti comme un coup de feu dans la salle silencieuse. C'était fini. Le cauchemar était complètement, légalement et définitivement terminé. Il n'avait plus rien. Henri Valois m'a tapoté fermement l'épaule, a fermé sa lourde mallette en cuir et m'a fait un signe de tête silencieux et respectueux avant de se retourner et de sortir de la salle d'audience. Je me suis levé lentement, boutonnant calmement ma veste de costume sur mesure. Je n'ai pas regardé la table de mes parents. Je n'ai pas jeté un coup d'œil à Julien dans la galerie. J'ai simplement tourné et descendu l'allée centrale, poussant les lourdes portes doubles en bois pour sortir dans le couloir de marbre lumineux et résonnant du palais de justice. Je me dirigeais vers la rangée d'ascenseurs quand j'ai entendu le cliquetis frénétique et désespéré de talons s'approchant rapidement derrière moi sur le sol en marbre. Adrien, s'il te plaît, attends. Attends juste une minute. J'ai arrêté de marcher et je me suis lentement retourné. Ma mère courait pratiquement vers moi, son visage fortement strié de maquillage ruiné, sa poitrine se soulevant alors qu'elle luttait pour reprendre son souffle. Mon père était à quelques pas en derrière elle, l'air complètement physiquement vaincu, les épaules affaissées, les yeux fixés sur ses propres chaussures. Julien n'était nulle part. L'enfant prodige s'était clairement enfui par la sortie de secours à la seconde exacte où le marteau du juge est tombé, s'enfuyant instantanément des conséquences massives qu'il avait activement contribué à créer. Ma mère s'est arrêtée à quelques mètres de moi. Elle a levé les yeux vers mon visage, ses yeux grands, essayant frénétiquement de forcer un regard de désespoir maternel et d'amour profond que je savais, pour un fait, n'existait pas. Adrien, s'il te plaît, a-t-elle supplié, sa voix tremblant violemment. Tu dois nous comprendre. Nous étions juste incroyablement stressés. Les dettes qui s'accumulent, les appels constants de la banque, les avis de saisie terrifiants.
Béatrice nous a complètement volé tout ce que nous avions économisé. Nous avons paniqué. Tu es un avocat riche et très prospère maintenant, Adrien. Tu as tellement d'argent et un salaire énorme. Nous avions juste besoin d'un peu d'aide. Tu ne peux pas laisser la banque prendre notre maison familiale. Tu es notre fils. Nous sommes une famille. S'il te plaît. J'ai baissé les yeux sur la femme pathétique qui avait passé 34 ans à s'assurer méticuleusement que je sache que j'étais complètement sans valeur. J'ai regardé le père brisé qui avait complètement ignoré toute mon existence simplement pour satisfaire un enfant prodige qui avait finalement détruit leur vie. Nous ne sommes pas une famille, dis-je, ma voix complètement silencieuse, incroyablement froide et absolument finale. La famille est censée vous protéger farouchement. Vous avez essayé de me faire accuser d'un crime d'abus sur personne âgée pour que vous puissiez rembourser un prêt à taux d'intérêt élevé sur une Lamborghini reprise. Vous vous êtes tenu à la barre des témoins et m'avez appelé un raté inutile sous serment devant un juge. Je ne le pensais pas. Je jure que je ne le pensais pas, a-t-elle pleuré hystériquement, tendant une main tremblante pour attraper mon bras. J'ai reculé brusquement, refusant de laisser ses doigts toxiques toucher mon costume. Si, vous le pensiez. Vous pensiez chaque mot vicieux. Vous ne réalisiez simplement pas jusqu'à il y a 10 minutes que le fils inutile était la seule personne sur cette planète capable de vous sauver de votre propre stupidité. Mais je ne vais pas vous sauver. Ne me contactez plus jamais. Ne m'envoyez pas de lettres. Si vous appelez mon téléphone, si vous vous présentez à mon cabinet d'avocat, ou si vous vous approchez un jour de la propriété immobilière de grand-mère Éléonore, je déposerai une ordonnance restrictive légale si incroyablement vite que ça vous fera tourner la tête. Je leur ai tourné le dos, je suis entré dans l'ascenseur en attente et j'ai regardé les lourdes portes en acier se refermer lentement sur leurs visages choqués, horrifiés, complètement ruinés. Ce fut la toute dernière fois que j'ai parlé à mes parents biologiques. 1 an plus tard, les conséquences lourdes et inévitables de leurs actions les ont finalement rattrapés dans une vague brutale et indéniable de réalité absolue. Sans le filet de sécurité financier massif de l'héritage d'Éléonore pour les sauver, la banque a officiellement saisi la grande maison de banlieue. La propriété a été saisie pour rembourser agressivement la seconde hypothèque toxique et les dettes persistantes et fortement aggravées du désastre de la voiture de luxe de Julien. Robert et Marguerite ont été contraints de rassembler les maigres biens qu'ils pouvaient faire entrer dans un petit camion de déménagement loué et de s'installer dans un minuscule appartement de 2 chambres, exigu et profondément déprimant, du mauvais côté de la ville. Julien, naturellement, n'a pas emménagé dans ce minuscule appartement avec eux pour aider à payer le loyer ou s'occuper d'eux. Au moment exact où l'argent s'est complètement tari et que la grande maison a disparu, l'enfant prodige s'est volatilisé. Il a fait ses valises au milieu de la nuit et a déménagé en Floride, poursuivant un autre projet très délirant pour devenir riche rapidement, laissant ses parents âgés et entièrement en faillite se débrouiller entièrement par eux-mêmes. Le cousin Léo, le rat traître qui m'a enregistré au pub, a été complètement ostracisé par le reste de la famille élargie une fois que la vérité absolue sur sa manipulation a été révélée. Ils ont tous eu exactement ce qu'ils méritaient. Mais pour moi, le moment le plus profond et le plus émotionnellement bouleversant de guérison profonde n'est pas venu en regardant leur inévitable chute financière. Il est venu d'une livraison très inattendue. 1 mois après la conclusion du procès, j'étais assis dans mon bureau d'angle à examiner un dossier lorsque mon assistante Elena a apporté une petite enveloppe matelassée en manille qui avait été livrée en main propre par un coursier privé. Elle venait de Maître Durand, l'avocat successoral d'Éléonore. À l'intérieur se trouvait une petite clé USB en argent et une courte note manuscrite qui disait simplement « Elle m'a explicitement dit de ne vous la donner qu'après que la poussière soit complètement retombée. » J'ai branché la petite clé sur mon ordinateur portable. Un fichier vidéo est apparu sur l'écran. J'ai cliqué sur lecture, mon cœur battant dans ma poitrine. Il y avait grand-mère Éléonore. Elle était assise dans son fauteuil floral préféré dans son salon lumineux, l'air physiquement frêle, mais incroyablement mentalement vive. Elle a souri directement dans l'objectif de la caméra, rayonnant de chaleur. « Bonjour mon brave et brillant Adrien », a-t-elle dit, sa voix chaude, stable et incroyablement familière. Si tu regardes cette vidéo, cela signifie que je suis parti et que la terrible et laide tempête est enfin passée. Je sais exactement ce que Robert et Marguerite ont fait. Je savais qu'ils essaieraient de contester agressivement le testament. Je savais qu'ils essaieraient de traîner violemment ton bon nom dans la boue parce qu'ils se noient désespérément dans leurs propres choix financiers terribles. Des larmes chaudes ont immédiatement brouillé ma vision. Je me suis penché plus près de l'écran lumineux, incapable de respirer.
J'aurais pu facilement mettre en place une fiducie irrévocable à toute épreuve, a-t-elle poursuivi, en prenant une lente et laborieuse respiration. J'aurais pu rendre légalement impossible pour eux de jamais te poursuivre. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai délibérément, intentionnellement laissé la porte juridique grande ouverte pour qu'ils puissent le contester. Parce que je te connaissais, Adrien. Je savais que ton cœur est beaucoup trop grand. Je savais que s'il pleurait et te suppliait, s'il jouait les victimes désespérées, tu aurais pu ressentir une culpabilité intense et déplacée. Tu leur aurais peut-être donné une partie de ton argent durement gagné par un sentiment profondément enraciné de devoir envers des personnes qui ne t'ont jamais aimé correctement. Elle a souri, une lueur féroce et intensément protectrice brillant dans ses yeux fatigués. Je voulais qu'ils te montrent leur vrai visage laid de la manière la plus publique et la plus indéniable possible. Je voulais que la cour, la loi et le monde entier te rendent officiellement justice. Je voulais que tu les vois activement essayer de te détruire pour que tu puisses enfin couper définitivement le cordon toxique sans la moindre once de culpabilité ou de regret persistant. Tu es entièrement libre maintenant, mon doux garçon. Va vivre ta belle et immense vie. Je suis si incroyablement fier de toi. La vidéo s'est terminée, s'estompant au noir. Je me suis assis à mon lourd bureau, j'ai couvert mon visage de mes mains tremblantes et j'ai sangloté. J'ai pleuré profondément pour la femme magnifique et incroyablement sage qui m'a aimé si férocement. Elle a intentionnellement conçu un piège juridique massif d'outre-tombe juste pour protéger farouchement mon cœur. Elle m'avait fait le cadeau ultime et inestimable, une liberté absolue et permanente. Aujourd'hui, ma vie quotidienne est complètement différente du cauchemar absolu que j'ai à peine survécu. J'ai gardé la belle maison victorienne de grand-mère Éléonore. Je ne l'ai pas vendue. Au lieu de cela, j'ai passé des mois à la rénover méticuleusement, remplaçant le vieux toit en bardeaux, modernisant la plomberie ancienne et peignant les murs intérieurs de couleurs vives, chaudes et incroyablement accueillantes. Mais j'ai gardé l'immense porche enveloppant exactement le même. J'ai gardé la vieille balançoire en bois qui grinçait et je cultive toujours méticuleusement du jasmin doux et de la lavande pourpre dans le jardin de devant. Chaque dimanche matin, je m'assois là, sur cette balançoire, avec une tasse de café noir chaud, respirant l'odeur familière, et je ressens un sentiment de paix profond et profondément inébranlable. Je suis enfin vraiment chez moi. La fondation juridique Éléonore s'est considérablement développée depuis le procès. Nous avons récemment reçu une subvention fédérale massive me permettant d'embaucher 5 autres avocats spécialisés en droit civique à plein temps et très agressifs. Nous ne nous occupons plus seulement des cas de violence domestique intense. Nous avons une division entière très spécialisée dédiée exclusivement à la lutte pour les enfants vulnérables qui sont coincés au plus profond du système de placement en famille d'accueil fortement défaillant. Nous nous battons pour des enfants qui sont incroyablement habitués à se sentir exactement comme moi en grandissant, invisibles, entièrement non désirés et profondément, douloureusement inutiles. Je m'assure absolument qu'ils sachent que leur voix compte. Je m'assure qu'ils sachent qu'ils ont une équipe juridique de poids lourd, terrifiante et compétente qui se bat bec et ongle pour eux. Je prends toujours personnellement en charge des affaires de droit de la famille très complexes et des batailles pour la garde brutale dans mon cabinet privé, follement prospère, mais ma perspective en tant qu'avocat plaidant a complètement et définitivement changé. Je ne vois plus seulement les statuts juridiques secs écrits dans les livres. Je vois profondément le dommage collatéral humain. Je sais exactement à quoi cela ressemble lorsque des parents très toxiques essaient d'utiliser agressivement le système juridique pour manipuler, terroriser et détruire complètement leurs cibles. Je vois à travers les mensonges flagrants, les fausses larmes très fabriquées et la posture agressive en salle d'audience, et je les démantèle cas par cas, dossier par dossier massif, en utilisant tous les outils juridiques à ma disposition. Parfois, lorsque je me tiens dans une salle d'audience silencieuse en attendant qu'un juge prenne place sur le banc, je repense à cet horrible et humide mardi matin. Je repense vivement à ma mère se tenant à la barre des témoins, m'appelant agressivement un raté inutile sous serment. Je pense à l'audace stupéfiante des personnes très toxiques qui exigent violemment votre loyauté absolue tout en tenant simultanément un couteau bien aiguisé directement dans votre dos. S'il y a une vérité absolue et indéniable que j'ai apprise en survivant à ma famille incroyablement toxique et en naviguant dans les tranchées brutales et sanglantes du contentieux civil pendant plus d'une décennie. C'est exactement ceci, la biologie ne vous accorde pas automatiquement un laissez-passer VIP permanent dans la vie de quelqu'un. Être parent est un privilège profond et magnifique, pas un droit dictatorial absolu. Vous ne pouvez pas passer des décennies à négliger émotionnellement un enfant, le traitant comme un lourd fardeau, investissant absolument tout votre amour et vos ressources financières dans un enfant prodige gâté.
Puis exigez violemment le respect et le salut financier lorsque vos propres choix incroyablement médiocres vous rattrapent enfin. Les personnes qui refusent absolument de voir votre immense valeur n'ont pas le droit de fixer agressivement votre prix. Vous n'êtes absolument pas défini par le manque sévère d'amour que vous avez reçu dans votre enfance difficile. Vous n'êtes pas l'histoire terrible, profondément limitante et entièrement fictive qu'ils ont agressivement essayé d'écrire pour vous. Vous êtes entièrement défini par ce que vous choisissez de construire agressivement à partir des morceaux brisés et déchiquetés qu'ils ont négligemment laissés derrière eux. J'ai pris l'étiquette incroyablement douloureuse de fils inutile et je l'ai forgée en un bouclier juridique lourd et incassable qui protège maintenant activement des centaines de personnes innocentes. J'ai bâti un empire massif et très prospère d'empathie et de justice exactement là où ils ont essayé de laisser un cratère sombre de doute et de dépression. Établir des limites absolues et incroyablement permanentes avec des membres de la famille très toxiques n'est pas un acte de cruauté. C'est l'acte ultime absolu d'auto-préservation. Il est incroyablement douloureux de s'éloigner physiquement des personnes qui vous ont donné la vie. Mais parfois, s'éloigner est le seul moyen sain possible de s'assurer que vous puissiez réellement vivre la vôtre. Ne laissez jamais personne, ni un parent toxique, ni un frère ou une sœur abusif, ni un conjoint manipulateur, vous faire ressentir la moindre once de culpabilité pour avoir farouchement protégé votre paix, vos actifs financiers durement gagnés et votre santé mentale. Si vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous êtes assis seul dans le noir, vous sentant profondément comme l'enfant invisible et oublié dans votre propre maison, si vous vous cassez complètement le dos. Essayant désespérément de gagner l'amour et l'approbation de parents toxiques qui ne vous reconnaissent activement que lorsqu'ils ont besoin d'une faveur massive ou d'un prêt financier, je veux que vous m'entendiez incroyablement clairement. Arrêtez. Arrêtez d'essayer agressivement d'arroser un jardin complètement mort et stérile. Prenez toute cette énergie incroyable et magnifique, toute cette résilience féroce et indéniable que vous avez bâtie juste pour leur survivre et versez-la directement en vous. Bâtissez votre propre vie massive, belle et incroyablement réussie. Trouvez votre famille choisie, les personnes qui vous aiment pour exactement qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez leur fournir. Parce que la plus grande et la plus satisfaisante des vengeances contre les personnes qui vous ont répété que vous ne seriez rien est de vous réveiller chaque jour et de leur prouver spectaculairement le contraire en étant simplement profondément heureux, follement prospère et entièrement. Définitivement intouchable. Avez-vous déjà fait face à quelque chose d'incroyablement similaire avec votre propre famille très toxique? Avez-vous déjà dû tracer une ligne massive et permanente dans le sable et vous éloigner complètement de parents toxiques et abusifs juste pour vous protéger? Partagez votre incroyable histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous et il y a tellement de puissance profonde à savoir que vous n'êtes absolument pas seul dans ce combat difficile. Et n'oubliez pas de cliquer agressivement sur le bouton « J'aime » de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne absolument pas manquer le prochain voyage. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. Continuez à bâtir votre empire et ne regardez jamais en arrière.